Sénégal célèbre le premier anniversaire de son indépendance sous l'œil de son premier président fraîchement élu, Léopold Sédar Senghor. L'année précédente, c'est lui qui a négocié l'émancipation du pays avec le général de Gaulle. En quelques mois, coup sur coup, tout au long de l'année 1960, la plupart des anciennes colonies africaines de la France ont elles aussi accédé à l'indépendance. Officiellement, les territoires français d'Afrique sont donc désormais libres. Une liberté qui leur a été octroyée par une puissance coloniale qui pourtant veut garder le contrôle sur ses anciennes possessions. Pour organiser ce contrôle, le général de Gaulle fait confiance à un homme, Jacques Foccart. Foccart, qui s'appuie sur des gouvernements complaisants, parfois complices, comme ceux de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire ou de Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Ce jour-là, les Sénégalais fêtent les indépendances africaines. Mais que valent vraiment ces indépendances ? Charles de Gaulle et l'Afrique subsaharienne, c'est déjà, en 1960, une longue histoire. Le général connaît bien le continent africain. Il lui vaut même une affection particulière. Une affection qui remonte au 18 juin 1940. Lorsqu'il lance son appel à la poursuite du combat, c'est d'Afrique que vient le premier ralliement, celui de Félix Éboué, gouverneur général du Tchad, un Guyanais, mais le seul noir à diriger une colonie française en Afrique. De Félix Éboué, de Gaulle dira qu'il était l'un de ces noirs ardemment français. Et de fait, sans le ralliement du gouverneur Éboué à la France libre le 18 juin 1940, de Gaulle n'aurait été qu'un chef sans territoire, qu'un général sans armée. Jamais il n'aurait pu imposer aux Alliés que la France figure, à l'issue de la guerre, parmi les vainqueurs. Paradoxalement, c'est donc au cœur de l'Afrique noire qu'est véritablement née la France libre. En 1946, de Gaulle est écarté du pouvoir. Une traversée du désert de 12 années, loin des sphères politiques et des jeux parlementaires alambiqués de la 4e République. S'il a été rappelé aux affaires en 1958, c'est pour en finir avec la crise algérienne. Une sale guerre que l'opinion française ne supporte plus. Mais lorsque 2 ans plus tard, l'Afrique noire est à son tour gagnée par la fièvre indépendantiste, la guerre d'Algérie dure encore. De Gaulle le sait, la France n'a pas les moyens de s'engager dans de nouveaux conflits armés pour garder le contrôle de ses colonies. Pourtant, le vieux général a un atout. Il est très populaire dans les territoires français d'Afrique subsaharienne. Dans certains pays, dans certaines villes, il est même l'objet d'un véritable culte qui le présente comme une sorte de divinité dotée de pouvoirs magiques.
Les territoires français en Afrique subsaharienne couvrent 7 millions de kilomètres carrés, plus de 10 fois le territoire de la métropole. Une mosaïque de territoires hétéroclites qui s'étend du Sahara au nord, au fleuve Congo au sud, et de la façade atlantique du continent à l'ouest jusqu'au mont du Darfour à l'est. Une mosaïque humaine aussi, Touareg, Peul, Wolof, Malinké, Soso, des dizaines de peuples avec leurs histoires, leurs langues, leurs spécificités religieuses et culturelles, indifféremment regroupés sous le statut d'indigènes. 115 millions d'habitants relégués par l'indigénat à l'arrière-cour de l'humanité depuis que la puissance coloniale française s'est installée sur leurs terres à la fin du XIXe siècle. Des terres dont les richesses colossales sont inexorablement aspirées vers la métropole. Or, diamants, platine, pétrole, uranium, mais aussi café, caoutchouc, cacao. Comme les Algériens, les Marocains ou les Anamites d'Indochine, les Noirs d'Afrique française ont combattu dans les tranchées de la Grande Guerre et dans les rangs de la France libre durant le Second Conflit mondial. La 4e République leur a octroyé le droit d'élire des députés à l'Assemblée nationale française, des députés qui ne représentent que les indigènes des colonies. 8 députés sur les 627 que compte à l'époque l'Assemblée nationale pour représenter 115 millions d'Africains. Mais parmi ces députés indigènes, quelques personnalités se détachent. Des hommes jeunes encore, qui ont pu bénéficier d'une éducation occidentale. Ils concentrent les contradictions et les ambivalences de leur situation. Ils rêvent d'indépendance, mais sont fidèles à cette république qui les domine tout en les installant au cœur du pouvoir. Les plus remarqués s'appellent Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny est né en 1905 dans la région de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Il est issu d'une famille de chefs baoulés, l'ethnie la plus importante du pays. En tant que fils de chef, les autorités coloniales l'autorisent à accéder à l'enseignement supérieur. Il obtient d'abord un diplôme d'instituteur, puis un diplôme de médecine. En 1944, Houphouët fonde le premier syndicat agricole de Côte d'Ivoire qui défend les planteurs autochtones contre les injustices du système colonial. À la sortie de la guerre, il est l'un des 2 députés ivoiriens élus à l'Assemblée nationale. Léopold Sédar Senghor, lui, est né en 1906 dans la région de Dakar, au Sénégal. C'est un citadin issu d'une famille aisée, passionné de littérature française. Il fait ses études en métropole. Il est le premier Africain à obtenir le titre d'agrégé de grammaire en 1935. Parmi ses camarades de promotion, Georges Pompidou, avec qui il noue une amitié solide. En 1939, il est mobilisé dans un régiment d'infanterie coloniale. Capturé par les Allemands, il passe 2 ans dans les stalags de l'occupant. Libéré en 1942, il s'engage dans la résistance. À la Libération, il est élu député du Mali-Sénégal. À l'Assemblée nationale, Félix Houphouët-Boigny est le plus actif. Il propose une réforme du système de santé dans les colonies. Il demande à ce que le droit du travail s'applique de la même façon en métropole et dans les territoires français d'Afrique. Il donne son nom à la loi qui, en 1946, abolit le travail forcé, qu'imposait jusque-là l'administration coloniale aux indigènes.
Il fonde le Rassemblement démocratique africain, un parti dont l'objectif est d'unir l'ensemble des députés africains et d'œuvrer pour les indépendances. Pourtant, cet infatigable activiste de la cause africaine défend bec et ongle le principe de l'Union française. L'Union française, c'est sous ce terme que la 4e République désigne ce qu'avant-guerre on aurait appelé l'Empire. Elle regroupe tous les territoires coloniaux en Afrique, en Asie, dans le Pacifique. Des territoires dans lesquels il n'y a plus en principe d'indigènes ou de colons, seulement des citoyens. Mais dans les faits, l'administration, l'économie sont gérées depuis Paris. Et surtout, l'Union française refuse toute idée d'indépendance. Étrangement, Léopold Sédar Senghor, moins engagé en apparence que son collègue ivoirien dans la lutte pour l'indépendance, n'est pas aussi favorable à l'Union française. Il se plaît à rêver à un État fédéral réunissant les anciennes possessions africaines françaises et capable d'entretenir avec la France un rapport apaisé, d'égal à égal. L'Union française serait une belle idée si elle était librement consentie. Mais ce n'est en état qu'une charte octroyée. Vous connaissez l'adage, mieux vaut être premier dans son village que second à Rome. Moi je dis, mieux vaut être le millionième dans un ensemble puissant et respecté que premier dans un État miséreux. Mais justement, une confédération d'États souverains, véritablement égaux en droit, associés à la France, serait un ensemble autrement puissant et respecté. Mon frère sénégalais, il vous a fallu 30 ans pour apprendre à connaître l'Afrique. Moi, je suis un chef baoulé. J'ai mis ces 30 ans à connaître la métropole. Et je vous le dis, seule la métropole peut nous apporter une structure économique saine. Seule la métropole peut nous aider à traverser la jungle. Non. En 1946, la guerre éclate en Indochine. Elle s'achève en 1954 dans la plaine de Dien Bien Phu. L'Union française perd ses territoires asiatiques. 6 mois plus tard, l'Algérie s'embrase. L'ordre colonial ancien a vécu. Tôt ou tard, les Africains voudront eux aussi accélérer l'indépendance et l'Union française cessera d'exister. Mais la France, en pleine reconstruction, ne pourra pas se permettre de renoncer aux richesses de ses colonies africaines. Il va donc falloir accepter les indépendances, mais les accompagner, les organiser même, pour préserver ce que De Gaulle considère comme les intérêts supérieurs de la France. Pour y arriver, il va devoir faire appel à une diplomatie de l'ombre, plus brutale et affranchie du droit que la diplomatie officielle. Pour la mettre en œuvre, il peut s'appuyer sur un homme prêt à tout et d'une fidélité à toute épreuve. Cet homme, c'est Jacques Foccart. Jacques Foccart, un homme complexe, secret, insaisissable. Il est normand mais a grandi en Guadeloupe. Il ne s'est installé en métropole qu'après son service militaire. En 1940, il est mobilisé et participe à la drôle de guerre. Après la défaite, il s'installe en Mayenne et crée une affaire de vente de bois. Il n'hésite pas à travailler avec les Allemands.
Mais dans le même temps, il s'engage dans la résistance. Il fonde le réseau Action Tortue, un réseau chargé par Londres de rassembler des informations sur les défenses allemandes en Normandie, puis au moment du débarquement allié, de ralentir les mouvements de troupes de la Wehrmacht. Foccart révèle alors un tempérament de chef de guerre, faisant le coup de feu et harcelant durement les troupes allemandes qui cherchent à rejoindre la zone des plages. Une expérience qui bouleverse sa vie. Dans la résistance, le négociant en bois prend goût aux actions clandestines, il aime l'odeur de la poudre et celle du soufre. Après la libération, il est intégré au service de renseignement français. Foccart, espion de la République, continue pourtant à gérer son entreprise d'exploitation forestière, une couverture parfaite. Gaulliste convaincu, il intègre peu à peu le cercle très restreint des intimes de Charles de Gaulle. En 1954, il devient secrétaire général du parti gaulliste, le RPF. Dans l'ombre, déjà, il est l'un des plus actifs parmi ceux qui, en coulisses, préparent le retour du général au pouvoir en 1958. Une fois de Gaulle à l'Élysée, Jacques Foccart devient son conseiller le plus proche, spécialisé dans les affaires africaines. Il est l'un des très rares hommes en qui le général place une confiance aveugle, l'un des seuls aussi, qui voit le président pratiquement chaque jour. La mission que se voit confier Foccart est à la fois simple et colossale, arrimer coûte que coûte l'Afrique francophone à la métropole. Nous avions un empire, nous ne l'avons plus. De Gaulle est lucide, le temps des colonies, comme celui de la marine à voile, est un temps révolu. C'est ainsi. Mais la France, si elle veut que sa voix reste celle d'une grande puissance, doit s'appuyer sur une zone d'influence qui soit plus grande qu'elle. Pour parler haut dans le monde. Cette zone d'influence, c'est l'Afrique. La décolonisation en cours doit être une réussite dans l'amitié et en accompagnant ces populations. C'est de cela que je vous charge. Restaurer la grandeur perdue de la France, c'est la pierre angulaire de la vision gaullienne du monde. C'est l'obsession du général président depuis que 18 ans plus tôt, il a rejoint Londres et créé la France libre. Mais le monde qui s'est reconstruit sur les ruines du Second conflit mondial n'a plus rien à voir avec celui d'avant-guerre. Le Royaume-Uni, comme la France, perd une à une toutes ses colonies. Les vieilles nations européennes sont prises en étau entre les deux géants engendrés par la guerre qui s'opposent et s'imposent partout sur la planète, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Dès la fin de la guerre, des voix s'élèvent donc un peu partout en Europe occidentale pour appeler les pays du vieux continent à s'unir. Prenez garde. Je vais parler français. Parmi les premiers, Winston Churchill évoque la nécessité de créer des États-Unis d'Europe pour résister à l'impérialisme soviétique. Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, que nous nous dressons résolument. En 1949, le Conseil de l'Europe est créé. En 1951, c'est la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et en 1957, le traité de Rome donne naissance à la CEE, la Communauté économique européenne, qui réunit l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les députés africains à l'Assemblée nationale se sont d'abord méfiés de cette construction européenne qui semblait vouloir tenir à l'écart les territoires d'outre-mer. Mais le traité de Rome, lui, les intègre. Les territoires ou États ayant des relations particulières avec les membres de la CEE, un euphémisme pour désigner les colonies, seront traités comme des pays signataires du traité. Du coup, certains,
comme Léopold Sédar Senghor, y voit une chance pour l'Afrique. L'Europe est en train de s'unir. Le traité de Rome n'est qu'un début. Mais enfin, il inscrit durablement le mot paix au frontispice de ce vieux continent. La paix, mon ami, n'est pas un mot. C'est un comportement. Mon cher Félix, vous vous réfugiez trop facilement derrière vos sentences. Vous ne voyez pas quelle opportunité s'offre à nous? Imaginez des États africains autonomes associés via la France à la communauté européenne. Nous pouvons, si nous le voulons, construire le plus grand espace de paix et de coopération du monde. L'Eurafrique. Votre Eurafrique, je n'y crois pas, non. Vous vous trompez. Ce qu'il nous faut construire, c'est autre chose. C'est la France-Afrique. La France-Afrique, le mot est lâché. Et Félix Houphouët-Boigny, qui est l'auteur de ce néologisme, en sera aussi un des plus efficaces artisans. En 1958, Houphouët-Boigny participe à l'élaboration de la nouvelle constitution, celle de la Ve République. Une constitution qui prévoit que dans chaque colonie, les populations autochtones décident par référendum de leur avenir en choisissant parmi 3 propositions. D'abord, ils peuvent choisir de conserver leur statut de territoire d'outre-mer. Dans ce cas, rien ne change, ces territoires demeurent littéralement des colonies. Ils peuvent choisir de devenir des départements d'outre-mer. Les territoires qui feraient ce choix deviendraient purement et simplement des portions lointaines de la République. Ils peuvent enfin choisir l'autonomie en adhérant à une communauté française. La communauté française, la dernière tentative de la France pour empêcher ses colonies d'accéder à une véritable indépendance. Concrètement, les territoires qui choisiront d'adhérer à la communauté deviendront bien des États autonomes, avec leur propre administration, leurs propres institutions politiques, leur police, leur justice. Ils pourront, dit le texte, gérer démocratiquement et librement leurs affaires. Mais ils devront politiquement rester soumis à la France, comme des enfants, à leurs parents. Félix Houphouët-Boigny se fait dans toute l'Afrique française l'ardent défenseur de cette communauté. Inlassablement, il parcourt les territoires d'Afrique équatoriale et occidentale, plaidant sans relâche sa cause auprès de tous. Et ça marche. Alors que la plupart des colonies françaises comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie ou les Comores choisissent de rester de simples territoires d'outre-mer, les Africains se prononcent à une écrasante majorité pour la communauté française. Et tous les territoires français d'Afrique occidentale et équatoriale en deviennent des États membres. Tous, sauf un, la Guinée française, dont le représentant, Ahmed Sékou Touré, refuse en bloc le projet français et réclame l'indépendance immédiate et sans condition. Sékou Touré est, comme Houphouët ou Senghor, député à l'Assemblée nationale française. Mais il est plus jeune, il n'a été élu qu'en 1956. Et puis il n'a pas bénéficié de la même éducation que ses homologues ivoiriens et sénégalais. Il a fait une modeste carrière de postier avant d'entrer en politique par le biais du syndicalisme. Au Palais Bourbon, le député de Guinée est vite devenu l'un des ténors du Rassemblement démocratique africain, le parti créé par Félix Houphouët-Boigny, dont il a un temps été très proche. Mais Sékou Touré était encore adolescent durant la Seconde Guerre mondiale.
il n'a pas, comme ses aînés, de fascination pour la figure du général de Gaulle. En 1958, le général effectue une grande tournée africaine pour promouvoir le projet de communauté française. Partout, il est acclamé et les actualités filmées diffusent en boucle les images de l'accueil enthousiaste que les foules africaines lui ont réservé. Partout, sauf en Guinée. À Conakry, les images ne montrent pas tout. Ce que l'on ne voit pas, c'est que le cortège du général est brutalement chahuté. De Gaulle est même hué par la foule. Fantasme ou réalité, le général restera toute sa vie persuadé que Sékou Touré avait organisé ces manifestations hostiles sur son passage. Il ne le lui pardonnera jamais. Le 2 octobre 1958, la Guinée, après avoir rejeté le référendum gaulien, est le seul territoire français à accéder à une pleine indépendance. En général, Sékou Touré nous est hostile. Mais il vaudrait mieux se rabibocher. Après tout, la Guinée aura besoin de la France. Nous pourrions renouer les relations et ramener Sékou Touré à une position plus raisonnable. C'est hors de question. Le monde doit savoir que la France est généreuse avec ceux qui la soutiennent et intraitable avec ceux qui lui manquent. Je comprends bien, mon général. Mais à terme, nous risquons d'être perdants. Sékou Touré se pose en héros des indépendances africaines. Et là, nous risquons de conforter son image. Eh bien justement, Foccart, c'est pas le moment de l'aider. Ce que redoute Foccart dans le climat de guerre froide de l'époque, c'est de voir l'Afrique de l'Ouest devenir un nouveau terrain de l'affrontement par procuration que se livrent soviétiques et américains sur toute la planète, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Si un pouvoir pro-soviétique s'implante en Guinée, alors toute la région risque de devenir une poudrière. Mais De Gaulle n'en démord pas. Tant pis pour la Guinée et advienne que pourra. Mais il va se tourner vers les communistes. Il va s'offrir aux soviétiques. Il veut nationaliser les intérêts étrangers. Il veut collectiviser l'agriculture. Grand bien lui fasse. Il va réduire la Guinée à la misère, voilà tout. Nous aidons ceux qui nous aident. Il y a peut-être d'autres moyens plus discrets, plus efficaces. Enfin, Foccart, cessez de me tympaniser avec la Guinée. Elle a fait son choix, tant pis pour elle. Dans les semaines qui suivent l'indépendance guinéenne, la France se retire brutalement du pays. La jeune République de Guinée est livrée à elle-même, sans transition. Les services administratifs sont désertés du jour au lendemain. Les infrastructures minières et pétrolières sont laissées à l'abandon. Comme Foccart le redoutait, Sékou Touré se tourne vers le bloc communiste. Il est le premier chef d'État africain reçu en République populaire de Chine. Il est fêté comme un héros de la paix en Union soviétique. Il coupe toute relation diplomatique avec la France et installe en Guinée un régime de fer. Depuis Conakry, il se déverse quotidiennement à la radio en de violentes diatribes diffusées bien au-delà de ses frontières. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. Il dénonce sans cesse des complots ourdis par la France avec la complicité de ceux qu'il appelle ses laquais africains. Léopold Sédar Senghor et surtout son ancien mentor, Félix Houphouët-Boigny. Vous savez comment se fait appeler Sékou Touré ces jours-ci? Le timonier de la révolution. Il se pense à Pékin. Ce paranoïaque me traite tous les jours à la radio de laquais de l'impérialisme colonial. Il ne vous épargne pas non plus. Qu'il dise ce qu'il veut et qu'il nous laisse faire ce que nous voulons. Mais justement, que voulons-nous faire? Une Afrique forte, unie et respectée, ou cette myriade de territoires balkanisés que nous propose la France? Derrière ces excès et ces diatribes, Sékou Touré ne dit peut-être pas que des inepties. Mon ami, je retrouve dans vos paroles le militant que vous étiez avant-guerre, lorsque vous vouliez arracher sur les murs de France le nègre banania. Mais je vous le dis en toute amitié, on ne connaît le véritable bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Sékou Touré l'apprendra à ses dépens.
Certes, son chemin n'est pas le nôtre. Il n'empêche, la France nous traite encore comme des enfants. Elle ne nous offre que des bonbons et des joujoux. Et ce n'est pas digne d'elle. Lorsque Sékou Touré rompt tous les liens avec la France, le mouvement indépendantiste africain est en proie au désaccord. Certains, derrière Senghor, rêvent encore d'une fédération panafricaine. D'autres, derrière Houphouët-Boigny, refusent cette vision et défendent les frontières administratives créées par la France. L'indépendance inattendue de la Guinée bouleverse tous les plans français. Et quelques mois durant, Léopold Sédar Senghor semble toucher son rêve du doigt. En décembre 1958, des représentants du Sénégal, du Soudan, du Dahomey et de la Haute-Volta réunis à Bamako créent la Fédération du Mali. Début 1959, la fédération se dote d'une constitution, d'un gouvernement et d'une assemblée fédérale. En avril 1960, la France accepte l'indépendance de la Fédération du Mali, mais Jacques Foccart garde un œil sur l'ancienne colonie. C'est Léopold Sédar Senghor qui, le 20 juin 1960, proclame officiellement cette indépendance. Mais dès l'été, la fédération éclate, confrontée à des dissensions incessantes entre ses membres. Le 20 août, le Sénégal fait sécession. Le 22, c'est au tour du Soudan, qui prend le nom de République du Mali. Les États-Unis d'Afrique, si chers à Senghor, n'auront existé que 2 mois. Et l'échec de la fédération du Mali-Sénégal est aussi celui de la communauté française. Car tous les territoires français d'Afrique réclament désormais leur indépendance. À Paris, on l'a compris, si la France veut garder sa zone d'influence, elle devra l'imposer pays par pays, gouvernement par gouvernement. Le 5 septembre 1960, Léopold Sédar Senghor devient le premier président du Sénégal. Il le restera jusqu'en 1980 et sera toujours un allié fidèle de la France. Le 27 novembre 1960, c'est Félix Houphouët-Boigny qui est élu pour diriger la Côte d'Ivoire. Dans sa première allocution en tant que chef d'État, il dit « En quittant la famille française, nous n'avons pas le sentiment d'oublier tout ce que nous avons appris d'elle. La France, après nous avoir colonisés, s'est acquittée avec noblesse de cette dette contractée envers l'humanité. » Senghor, Houphouët, 2 chefs d'État formés en France, depuis longtemps installés dans le paysage politique de la métropole. Tous 2 sont aussi français qu'africains. Eux ne poseront aucun problème pour rester dans l'ombre de leur ex-puissance coloniale. Ils sauront même, au besoin, se faire les auxiliaires efficaces de la politique française. Mais ailleurs, tous les nouveaux États africains n'ont pas forcément d'hommes politiques au niveau des nouveaux présidents ivoiriens et sénégalais. Ou lorsqu'ils les ont, ils ne sont pas forcément aussi francophiles. L'heure de Jacques Foccart a sonné. Ce que la République ne pourra accomplir en Afrique par les voies ordinaires de la diplomatie, il s'en chargera, dans l'ombre et le secret.
En général, je crois que pour y arriver, il faut que nous tissions des liens étroits avec les chefs des États indépendants. Des liens très étroits même. Cela exigera l'usage de moyens, disons, particuliers. Des moyens qui sortiront du champ de la diplomatie habituelle. Je ne veux pas le savoir, Foccart. Ça, c'est de l'intendance. Et l'intendance, c'est vous. Assurez-vous seulement que ceux qui choisissent la France ne le regrettent pas et bénéficient toujours de notre soutien. Dans tous les domaines? Oui, tous. Nous serons fidèles à ceux qui nous seront fidèles. Les expédients vous regardent. Foccart, vous travaillez pour le relèvement de la France. Comme je l'ai toujours fait. Certes. Eh bien, continuez. Officiellement, Foccart est secrétaire général de l'Élysée, en charge des affaires africaines. Foccart. En général. Mais aucun ministre n'a plus de pouvoir que lui. Il a la main sur la diplomatie française, sitôt qu'elle touche à son précaré africain. Personne n'a autant que lui l'oreille de Charles de Gaulle. Qu'un ministre l'oublie, et le général le rappelle immédiatement à l'ordre. Et lorsque la diplomatie ne suffit plus, il peut compter sur les services secrets et sur les forces spéciales de l'armée qu'il a contribué à créer à la Libération. À l'époque, il travaillait avec un jeune officier issu de l'élite des commandos alliés durant la guerre, Paul Ossarès. Depuis, le colonel Ossarès s'est illustré en Indochine et surtout en Algérie. Il s'est montré l'un des plus implacables parmi les officiers parachutistes, pratiquant sans état d'âme les interrogatoires sous la torture ou organisant l'assassinat des chefs FLN. Au début des années 60, il est une référence en matière de guerre contre-révolutionnaire. Il participe même à la formation des agents de la CIA. Dans le sillage d'Ossarès, tout un aréopage d'hommes de main, de mercenaires, de soldats de fortune s'agrège au gré des besoins, tissant un puissant réseau de services parallèles entièrement dévoués à Jacques Foccart. Et pour financer ces opérations occultes, Foccart peut s'appuyer sur l'argent du pétrole, par le biais de l'Union Générale Pétrolière, qui deviendra ELF en 1966. Une entreprise publique chargée de prospecter et d'exploiter les gisements pétroliers en France et dans les colonies. Corruption, blanchiment, financements occultes, ELF sera la grande lessiveuse de l'argent sale de la France-Afrique. La méthode Foccart, pour garder le contrôle des anciennes colonies africaines, est au bout du compte d'une grande simplicité. Il noue des liens personnels étroits avec les chefs des nouveaux États africains. Il sait tout sur chacun d'eux et devient leur indispensable ami, couvrant leurs frasques, finançant leurs excès, leur permettant d'accumuler des fortunes personnelles considérables. Il veille sur leur sécurité, n'hésitant pas à éliminer leurs opposants lorsqu'ils l'exigent. Mais tous savent que l'amitié du puissant Foccart a un prix. Ils ne doivent en aucun cas contrarier les intérêts politiques ou économiques de l'ancienne puissance coloniale. Au cours de l'année 1960, dans la foulée de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, l'indépendance est proclamée au Mali, au Congo, au Gabon, au Tchad, sous la surveillance étroite de la France. Elle donne parfois lieu à des scènes pittoresques. Au Congo, l'homme du nouveau régime est Fulbert Yulu, un ancien abbé catholique, défroqué par la hiérarchie ecclésiastique, mais qui, malgré l'interdiction qui lui en a été faite, continue d'apparaître en soutane. Des soutanes rouges de cardinal, ou blanches comme celle du pape, qu'il fait tailler sur mesure à Paris, dans les ateliers de Christian Dior.
À la veille de la cérémonie d'indépendance, le gouverneur français qui s'apprête à quitter ses fonctions s'inquiète auprès du nouveau président congolais. Le Congo n'a ni hymne national ni drapeau. La réponse de Youlou est sidérante, mais traduit bien le rapport qu'entretient la France avec les nouveaux États africains. Gardons donc la Marseillaise et le drapeau tricolore. Avec l'appui de Foccart, l'improbable président du Congo instaurera un régime répressif et autoritaire entièrement soumis à ses excès. Ainsi le verra-t-on sortir de sa soutane un revolver pour en menacer des députés qui avaient osé contester son gouvernement. Dans tous les pays issus des indépendances en Afrique occidentale et équatoriale, comme au Congo, Foccart appuie les chefs d'État qui plaisent à l'Élysée. Au Tchad, c'est François Tombalbaye. Au Mali, Modibo Keïta. Au Gabon, Léon Mba. En Centrafrique, David Dacko. Quelle que soit leur couleur politique, tous se comportent rapidement en autocrates, écrasant les opposants, si nécessaire par la force, avec l'appui de Paris et des réseaux Foccart. Mais c'est au Cameroun que cet appui s'avère le plus sanglant. Dans la galaxie des colonies françaises en Afrique, le Cameroun est un cas à part. À l'origine, le pays était une colonie allemande. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne défaite s'était vue dépossédée de ses colonies et le Cameroun avait été placé sous tutelle de la France. Dès la fin des années 40, un mouvement indépendantiste avait émergé dans le pays, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, proche des communistes. En 1953, une première révolte éclate, brutalement écrasée par les autorités françaises. En 1955, à nouveau, de violentes manifestations ont lieu dans tout le pays. Durement réprimées, elles poussent les indépendantistes à s'engager dans la lutte armée. À partir de 1957, l'armée française applique au Cameroun les mêmes méthodes qu'en Algérie pour écraser la guérilla. Une véritable guerre qui fera plusieurs dizaines de milliers de morts, mais dont il n'existe aucune image. La France, d'ailleurs, ne reconnaîtra jamais l'avoir menée. Elle durera jusqu'en 1960, lorsque le Cameroun accédera finalement à l'indépendance. Le chef de l'État, soutenu par la France, s'appelle Amadou Ahidjo. Des années durant, il poursuit les opérations militaires contre l'UPC, appuyé clandestinement par des militaires français. Près de 70 ans plus tard, il n'existe aucun bilan du nombre de victimes de cette guerre cachée. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les services secrets français ont mené à l'extérieur du Cameroun des opérations clandestines commanditées par le président Ahidjo. Novembre 1960, le docteur Félix Roland Moumié, opposant à Ahidjo, est réfugié à Genève, en Suisse. Il accepte de rencontrer un journaliste français qui veut l'interviewer dans un restaurant de la vieille ville. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce journaliste est en fait un agent des services secrets français. À la demande insistante de Jacques Foccart, pressé par son ami Amadou Ahidjo, le gouvernement français a autorisé une opération homo pour homicide. Durant le repas, l'espion parvient à 2 reprises à verser de la mort au rat dans le verre du docteur Moumié. La dose est trop forte, la victime est rapidement emmenée à l'hôpital et décède en quelques heures. La police suisse cueillera l'agent français à son hôtel avant qu'il ait eu le temps de s'enfuir. Il faudra que la France déploie des trésors de diplomatie pour calmer la justice suisse et étouffer l'affaire. Mais quels que soient les moyens mis en œuvre par la cellule africaine de l'Élysée, quelles que soient les barbouzeries jugées acceptables pour préserver les intérêts français en Afrique, ils ne seront jamais suffisants,
Et la France devra, pour maintenir son influence, se faire toujours plus agissante et aller toujours plus loin dans la compromission. En août 1963, l'extravagant Fulbert Youlou est renversé par une révolution après avoir tenté d'imposer au Congo un régime de parti unique. Le nouveau gouvernement qui se rapproche du bloc soviétique sera à son tour renversé 5 ans plus tard, après un coup d'État qui ramènera le pays dans le giron français. L'année suivante, c'est Léomba, au Gabon, qui est renversé par un coup d'État, après avoir lui aussi voulu imposer un parti unique. La France intervient militairement pour le remettre au pouvoir, et l'année suivante, lui impose de transmettre ce pouvoir à l'un de ses ministres, Omar Bongo. Bongo, qui dirigera le pays jusqu'en 2009 et à qui la France passera tous ses caprices. Le 31 décembre 1965, le président centrafricain David Dacko est à son tour renversé, cette fois par son propre cousin, Jean Bedel Bokassa. Bokassa est un ancien militaire des troupes coloniales françaises, qui a servi dans les forces françaises libres, puis en Indochine et en Algérie. À l'indépendance, il devient conseiller militaire de la présidence, puis chef d'état-major. Lorsqu'il prend le pouvoir, il n'est pas appuyé par Paris et prend de court Jacques Foccart et ses réseaux. Foccart, finalement, nous pouvons nous accommoder de ce Bokassa. Il est un peu simple, mais il aime la France. Et puis, il a combattu pour nous pendant la guerre, c'est important. Mon général Bokassa est brutal. Nous devons rester prudents avec lui, il risque de nous mettre dans l'embarras. Et comment donc nous embarrasserait-il? Il a entamé une répression féroce, très féroce. Ça va vite devenir gênant pour nous. Nous verrons bien. Je l'ai rencontré, vous savez. Il m'a appelé papa en public. Il fallait que je lui explique en tête à tête que j'étais touché de l'affection qu'il me témoignait, mais qu'il fallait m'appeler Monsieur le Président comme tout le monde. Ou bien, puisque vous êtes un ancien de la France libre, Bokassa, appelez-moi mon général. Vous voyez, le bougre est ingérable. Ouais. Mais c'est un bon bougre. Et il n'est pas sot. Il voit bien les choses. Ce bon bougre, que De Gaulle appelle aussi le soudard, rejoindra docilement le giron français, pourvu qu'on lui laisse faire ce qu'il veut chez lui. Le 4 décembre 1977, il se fera sacrer empereur. Tout dans ce sacre fastueux qui serait ridicule si le régime de Bokassa n'était pas aussi sanglant, fera référence à celui de Napoléon Ier. La cape du nouvel empereur, bordée d'hermine, réalisée par le couturier Pierre Cardin. Sa couronne en or massif, incrustée de 7000 carats de diamants, d'une valeur de 100 millions de dollars. Le trône monumental, sculpté en France pour l'occasion. Le carrosse de bronze, tiré par 8 chevaux, dans les rues de Bangui. Aucun chef d'État, aucun représentant d'aucun gouvernement n'acceptera d'assister au sacre, à l'exception du Premier ministre de l'île Maurice et du ministre français de la Coopération, Robert Gallet. Deux ans plus tard, Bokassa sera renversé à la suite d'une opération éclair de l'armée française à Bangui. Sa mégalomanie, sa brutalité n'étaient plus gérables. Paris avait décidé d'en finir. Mieux que tout autre épisode, le sacre invraisemblable de Bokassa Ier et son renversement racontent la dérive des relations entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne. Une dérive qui conduira les gouvernements successifs de la Ve République à accepter l'inacceptable au nom des intérêts supérieurs du pays et contribuera à plonger les pays africains dans un chaos politique de plusieurs dizaines d'années. Cette influence, bonne ou mauvaise, légale ou non, post-coloniale ou simplement amicale, la France la doit à deux hommes, le général de Gaulle et son délégué principal pour les affaires africaines, Jacques Foccart. Jacques Foccart
qui gardera la main sur les affaires africaines jusqu'à la mort de Georges Pompidou en 1974. Mais même écartée sous Giscard d'Estaing et Mitterrand, l'influence de ces réseaux restera prépondérante. Et un demi-siècle après les indépendances africaines, alors que la France-Afrique aura peu à peu disparu, les liens entre la France et l'Afrique resteront étroits, complexes, et seront toujours marqués par des interventions militaires et des scandales plus ou moins retentissants.